Alors, Jean Maher, qui est copte, qui préside l'organisation franco-égyptienne des droits de l'homme et puis qui représente diverses associations coptes, qui est ingénieur aéronautique, je crois, mais ça n'a rien à voir, va nous parler de la situation des coptes en Égypte. Vous avez 10 minutes aussi, parce qu'on a un témoignage ensuite, et puis la salle veut débattre avec nous. Vous m'entendez? Oui. 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 Bon, ingénieur aéronautique de formation, parce que j'ai atterri dans l'automobile. Donc, ma carrière est plutôt dans l'industrie automobile française. Je voudrais, avant de commencer mon discours, comme j'ai la chance d'être le dernier, donc il va certainement m'arrêter si je dépasse pour laisser la parole à la salle. Je voudrais, juste avant de commencer, dire deux mots. Nous avons Christine Chaillot, qui est donc française et qui a écrit un livre, Les Coptes d'Égypte. Elle m'a demandé juste de vous dire qu'il est là, si vous jetez un coup d'œil. Et puis, la vie et spiritualité des églises orthodoxes orientales. Et à cette occasion, je voudrais énormément remercier Christine pour ton soutien pour les Coptes d'Égypte. Merci. Alors, l'Égypte. Parmi les pays arabes, l'Égypte est le seul pays musulman à avoir un nombre important de chrétiens avec au moins 12 millions de Coptes. Alors, je dis bien exactement le terme que le patriarche Shenouda III a dit à la télévision quand on l'a forcé, à répondre à la question. Donc 3 ou 4 fois, et à la fin, il a dit au moins 12 millions. Sachant qu'à la télévision, il y a peu de temps, Nabil Sharafeddin, qui est un ancien de renseignements généraux, un ancien policier, il dit « Je prends à ma responsabilité », il est devenu écrivain et journaliste, et il a dit à la télévision « Je prends à ma responsabilité, les Coptes, vous êtes 15 millions ». Pourquoi il a dit ça? Parce que le vote se fait avec la carte d'identité qui est informatisée, et sur la carte d'identité, il y a la religion. Donc, tout simplement, par informatique, il suffit de faire l'addition. Donc, il a dit, à ma responsabilité, en Égypte, vous êtes 15, plus 3 millions de la diaspora. Alors, les Coptes maintiennent une partie de la civilisation pharaonique à travers leurs habitudes quotidiennes et à travers leur langue copte. La langue copte est la dernière version de l'époque pharaonique hiéroglyphique. La langue copte est tout simplement la langue des pharaons, écrite avec des caractères grecs. Mais les Coptes représentent un obstacle à des islamistes radicaux. Je voudrais bien préciser, quand je parle d'islamistes radicaux, je ne parle pas d'un exemple comme Cheikh Hassan Chalgouni. Je ne parle pas de mes amis musulmans en Égypte, qui sont vraiment des hommes ouverts et on maintient toujours les relations d'amitié comme si de rien n'était. Donc quand je dis islamistes radicaux, vous savez de quoi je parle. C'est les gens qui veulent couper les mains, c'est les gens qui veulent lapider les femmes, etc. Donc il y a un obstacle à ces islamistes radicaux qui rêvent de rétablir la grande nation, le worldwide califat islamique. Donc il y a des plans stratégiques avec un financement, on l'a dit souvent, avec un financement du Qatar et de l'Arabie et du pétrodollar. Des plans qui ont été élaborés dans le but de se débarrasser de ces Coptes par des moyens différents. Alors, l'enlèvement de femmes et de filles mineures est un de leurs moyens horribles. Et je voudrais vous en parler. L'enlèvement de femmes coptes et de jeunes filles mineures. Il y a un rapport qui a été établi par le CSI, le Christian Solidarity International, qui a fait un rapport en 2009, et qui détaille dans des interviews avec 50 familles qui ont perdu leurs filles. Et donc, ils racontent leur histoire, qu'est-ce qui est arrivé à leurs filles. Et si je me trouve là, en fait, c'est parce qu'il y a 2 ans, j'ai rencontré dans le bureau du président des droits de l'homme en Égypte une dame qui savait qu'il y avait un couple français, mon épouse est française et on était là, et elle est venue nous dire « J'ai tout fait, j'ai perdu ma fille ». Elle nous a donné sa photo. Et elle a dit, j'ai tout fait. J'ai écrit à Moubarak, je suis allé voir Madame Moubarak, j'ai écrit au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, à tout le monde. Il n'y a rien à faire. Et elle m'a donné le nom de son mari, le nom des gens qui l'ont enlevé. Tout le monde les connaît, mais on ne fait rien. Donc elle m'a donné la photo et elle m'a dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose quand vous rentrez en France? Et c'est comme ça que je me suis engagé pour la défense des Coptes. Donc il y a un rapport en 2012 qui va être établi et qui va sortir peut-être le mois prochain. Avant la Révolution, j'avais travaillé ce sujet avec le Parlement européen
et avec le Congrès américain, avec l'espoir d'amener ces criminels devant la justice. Les femmes et filles sont enlevées, droguées, violées, converties de force à l'islam, forcées de se marier et obligées de ne plus jamais revoir leur famille. C'est du vrai esclavage. Alors je prends un exemple, l'exemple de Angie Adel, parce qu'il y a peu de filles qui ont réussi à s'échapper et qui puissent raconter leur expérience horrible. Donc j'ai pris l'exemple de Angie Adel parce qu'elle a été filmée à la télévision et elle a osé raconter son histoire à la télévision qui se trouve sur Internet, sur YouTube. Angie avait 12 ans quand elle a été enlevée. Voici ce qu'elle a enfin raconté en octobre de l'année dernière. Elle avait 16 ans, à la télévision. Je sortais de l'école et j'ai été suivi par des jeunes. Ils m'ont poussé dans un taxi, ils ont utilisé un spray qui m'a fait perdre de conscience. En me réveillant, je me suis trouvé dans un appartement. Une dame avec 2 autres filles m'a présenté un homme nommé Sultan. Il m'a amené dans une chambre, attaché mes bras dans le dos et m'a violé. 4 hommes m'ont violé l'un après l'autre. Chacun semblait avoir le désir de couper mon corps en morceaux comme si j'étais son ennemi et m'a haïssé. Durant 1 mois, j'ai été battu. Il y a eu beaucoup de marques bleues et j'ai été incapable de manger, boire ou dormir. Tout ce qu'ils voulaient, c'était de me droguer et de me violer. Pendant 2 jours consécutifs, 5 hommes restaient dans la chambre pour me violer. J'étais incapable de dormir et restais éveillé 24 heures. Elle a continué en pleurant. Plus de 50 hommes au cours de ce mois m'ont violé. Puis mon père, enfin, a réussi à me trouver et je suis rentré à la maison. La police de sécurité m'a demandé de venir pour m'interroger. Le policier m'a battu si fort avec ses pieds dans mon ventre et dans mon dos, me tira par les cheveux et ils m'ont traité comme une fille de rue. Il voulait me forcer à dire que j'ai quitté ma famille par ma propre volonté et que rien de ces histoires n'est arrivé. Je n'avais que 12 ans quand cela m'est arrivé. Pourquoi tout cela? Seulement parce que je suis chrétienne? Et elle a continué en pleurant. Maintenant, tout le monde autour de moi pense que je suis une mauvaise fille. Le père a rajouté à la fin du programme, j'ai réussi seul à ramener ma fille. La police n'a rien fait, n'a été d'aucune aide, et en plus, ils n'ont pas le droit de la battre. Elle n'a pas commis de faute. Ces actes barbares sont exécutés selon une méthodologie bien élaborée. Il y a plusieurs milliers de cas comme ça, plusieurs milliers de cas depuis une dizaine d'années. Ça se fait par des gens convaincus de faire du bien pour Allah en ramenant une femme kafir, infidèle à l'islam. Le nombre de coptes va alors diminuer et le nombre de musulmans va alors augmenter, puisque par la loi, les enfants vont suivre la religion du père. De plus, ils sont récompensés par de l'argent. On sait très bien d'où il vient. Pétrodollars d'Arabie, des pays du Golfe. Une fille peut rapporter jusqu'à 50 000 $, qui sont à partager entre les organisateurs, les ravisseurs, le marié et la police qui les protège et qui les couvre. Les informations recueillies de différentes sources décrivent une méthode utilisée en 4 étapes. 1. En groupe quelques filles. 9 filles, mineures, entre 12 et 17 ans, dans un appartement où elles sont droguées, endoctrinées, probablement violées. On les garde jusqu'à l'âge légal de 18 ans, puisque légalement, le Azhar ne peut pas déclarer qu'elles sont musulmanes avant 18 ans, ni leur mariage. Et donc, on les garde dans l'appartement jusqu'à 18 ans, leur autorisant pour qu'elles puissent changer de religion à 18 ans. Elles sont amenées alors à la mosquée d'Al-Azhar pour se convertir à l'islam et obtiennent immédiatement une carte d'identité mentionnant la religion musulmane à la place de chrétienne dans la case religion de la carte d'identité. Il faut bien retenir que dans le sens inverse, ça ne marche pas. Amener ensuite la 3e étape, on amène des jeunes garçons ou des hommes âgés et on les force à se marier. Et puis la 4e étape, on la garde, la fille, loin de sa famille. Et on entretient tout le doute sur sa doctrine chrétienne. Dieu ne peut pas se marier,
et avoir un fils qui s'appelle Jésus. On lui inculque la terreur et la peur pour que, on dit, puisqu'elle est de toute façon devenue la honte de sa famille, qui va la tuer si elle retourne. Et comme elle est devenue de toute façon musulmane, elle ne peut pas redevenir chrétienne. Et on lui dit que la charia ne le permet pas, sinon elle est tuée. Dans la culture orientale, enlever la virginité d'une fille signifie enlever l'honneur de toute la famille. Ce plan diabolique vise l'effet psychologique sur la fille, qui se considère comme une honte pour sa famille. La conversion à l'islam devient une solution à ces problèmes. Elle perd alors son identité et sa famille est aussi condamnée par son environnement. Les musulmans autour revendiquent que la fille est partie par sa propre volonté et les chrétiens autour reprochent à la famille de n'avoir pas bien gardé leur fille. Un processus qui détruit la famille, mais qui est une humiliation de l'ensemble de la communauté copte face à la suprématie de l'islam. Le pire des crimes de Moubarak, c'est la persécution des Coptes. Persécution ne signifie pas uniquement tuer. Attaquer, marginaliser, humilier les islamistes radicaux, les frères musulmans de mentalité talibaniste, moi je les appelle les talibans égyptiens, et entre les mains des salafistes. Il leur a permis de mettre en pratique la charia dans la vie quotidienne, lentement, durant 30 ans. Moubarak, occupé à protéger son règne, à collecter de l'argent pour remplir ses coffres, a laissé volontairement la société et toutes ses institutions, éducation, justice, médias, armée, police, pour être infiltré par ces fanatiques. Finalement, il nous laisse une société pourrie, infestée d'une culture de haine envers les non-musulmans. Un petit exemple, d'un voyage au Caire, un enfant de 8 ans dans ma famille qui raconte son histoire. À l'école, son ami musulman lui dit « Demain, c'est mon anniversaire, mais je ne peux pas t'inviter. J'ai invité tous les autres parce que toi, tu es chrétien. » 8 ans. 12, est-ce que ça vient? Ça ne vient pas de sa famille, ça vient de l'école. Donc le pire crime de Moubarak, pire que les milliards de dollars qu'il a pris pour lui-même et son entourage, c'est cette politique qu'il a utilisée pendant 30 ans, diviser pour régner. Pour l'Occident, il donnait l'impression qu'il était le meilleur défenseur contre le terrorisme islamiste. Pour les Coptes, il a donné même l'impression qu'il dépeint l'image pour être leur protecteur. Et en pratique, et ce qu'on a découvert après la Révolution, c'est qu'il a encouragé la progression des islamistes et leurs attaques afin de montrer qu'il est l'homme indispensable, l'homme capable de les arrêter. Donc il les frappait de temps en temps et puis il les lâchait après. Outre le pays corrompu qu'il a laissé, c'est le principal crime, à mon avis, qu'il a commis. Il est aujourd'hui accusé à la cour seulement pour la mort des révolutionnaires de Tahrir. Et malheureusement, il n'est pas accusé pour les crimes politiques ni ses jeux religieux. Je vais avancer, je dis bien j'ai la chance d'être le dernier, donc il m'a arrêté. Après la Révolution, la situation des Coptes ne s'est pas améliorée. Donc entre l'enlèvement des filles qui sont accélérées, les brûlures d'églises, les salafistes qui font des manifestations autour de la cathédrale, et puis surtout ça s'est terminé par le crime de Maspero où les manifestants ont été tout simplement, ils ont foncé dessus, les manifestants qui protestaient contre l'incendie de leur église, la destruction de leur église, et l'armée a tout simplement, avec leur voiture, a foncé dedans. Donc pour terminer, ce que je souhaite pour l'Égypte, l'avenir d'une Égypte moderne. La paix dans la région dépend de ce qui va se passer en Égypte. Et par extension, l'avenir également dans le monde. Et même, je dirais, dans l'Europe, et même, je dirais, dans le monde. Ils sont vraiment plus que jamais au risque maintenant. Le peuple égyptien attend beaucoup aujourd'hui de la France, partenaire de toujours, et de l'Europe, pour que la révolution ne soit pas déviée vers une nouvelle dictature bien plus dangereuse que les précédentes.
la révolution égyptienne voudrait s'inspirer des valeurs républicaines, liberté, égalité et fraternité. Merci. Merci Jean-Maher. Le témoignage et l'analyse, parce que c'est une véritable analyse qu'a faite Jean-Maher en montrant bien que les salafistes en particulier ne sont pas nés comme ça en 5 minutes. C'est une longue gestation entretenue. Les barbes ne poussent pas si vite. Nous allons prolonger cette analyse, ce témoignage, par un témoignage vraiment très court d'un prêtre copte catholique, le père Yohanna Abadi, qui a créé à Alexandrie un centre pour handicapés. Et il va en vraiment 2 minutes nous dire ce qu'il en est. Bien, bonsoir à tous. Merci aux organisateurs d'accepter d'écouter mon témoignage. J'étais parmi vous l'année dernière et je vous ai parlé de mes joies et de mes peines. Mes joies parce qu'on était sur le point de faire une révolution, et mes peines et mes craintes parce qu'on ne savait pas qu'est-ce que ça va aller l'avenir. En fait, votre participation l'année dernière à notre collecte a permis qu'on commence l'inauguration d'un centre pour accueillir des enfants handicapés et valides ensemble. Un centre qui peut accueillir une centaine d'enfants. Ce centre a été inauguré par Son Excellence le consul de France à Alexandrie. Et il a ouvert ses portes au mois de septembre 2011. Mais c'est en novembre 2011, l'année dernière, que ça m'a fait, je dis pas ça m'a fait peur, mais ça m'a fait aussi de la peine de recevoir des personnes qui viennent chez moi, qui frappent à la porte et qui veulent détruire ce centre pour reconstruire une mosquée. Quelque chose qu'on fait pour tout ce qui est social, éducatif. Le cheikh vient de nous parler qu'il faut l'éducation et nous on fait quelque chose pour l'éducation et ils veulent le détruire pour construire une mosquée. Et ils me menacent de faire venir des salafistes pour raser l'école et refaire son mosquée malgré tout. Donc moi j'ai fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il faut pour nous protéger. J'ai parlé à mon patriarche, je suis allé à la police, j'ai dénoncé la personne, mais malheureusement il était parti en Arabie Saoudite parce qu'il travaille là-bas depuis des années, mais il revient faire des sauts comme ça en Égypte. Bien sûr, ce centre continuera. Il m'a menacé, s'il ne détruit pas ce centre, il va me piquer l'autre terrain sur lequel je vais construire un centre de rééducation fonctionnelle pour des enfants et adultes. On a le terrain, on veut le construire, et lui, il me menace de piquer le terrain pour faire sa mosquée. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un pays où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de police, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien qui marche en Égypte. J'étais là-bas au mois de novembre, décembre, je suis retourné en janvier. Je retournerai au mois d'avril, je suis obligé de partir, de rentrer au mois d'avril pour compléter l'œuvre qu'on a commencée, parce que dans notre tête à nous, dans notre foi à nous en tant que chrétiens, celui qui met la main sur la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Et ce n'est pas de notre genre de regarder en arrière. On continuera jusqu'au bout parce que l'éducation et la santé, ce sont deux choses importantes pour des pays où l'ignorance totale existe, 45% d'illettrés en Égypte. Donc tout ce monde-là, s'ils se transforment tous en des salafistes et des frères musulmans, où on va, nous, les chrétiens, dans ces pays d'Orient, on n'en sait pas. Mais on va continuer à foncer par votre aide, par les aides des uns et des autres. On va distribuer des tracts à la sortie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez connaître notre œuvre à travers les tracts.
vous pouvez contribuer à cette œuvre, parce que c'est comme cela qu'on peut continuer à avancer. Je vous remercie, vous tous, pour votre écoute et pour votre patience. Écoutez, nous avons encore 10 minutes, malheureusement, et je sais qu'il y a quelques conclusions à tirer.